bonsoir. L'argent mène le monde. J'apprends rien à personne et c'est probablement la phrase la plus populaire sur la planète. L'argent mène le monde, ça va rester, c'est et cela a toujours été. Maintenant, il se passe différentes choses dans notre vécu au cours des 2 dernières années. Certaines personnes ont un contrôle là-dessus. D'autres n'ont pas de contrôle. Et d'autres ne réalisent pas qu'il y a quelqu'un qui essaie d'avoir le contrôle. C'est comme dans l'expression, il y a des gens qui prennent le train, il y en a qui regardent le train, puis il y en a, ils ne savent même pas qu'il y a un train. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler. Les sujets qui vont revenir sont l'identification numérique. Qui contrôle certaines décisions dans certains pays? En fait, le sujet est tellement grand, il y a des tentacules partout. Je vais essayer de le résumer. Et évidemment, ce que je vais dire, c'est généralement des faits. Les sources ont été vérifiées, mais vous écoutez l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau et je me permets quelquefois d'ajouter des opinions. Je voudrais commencer, juste avant de commencer, juste dire que il y a longtemps, on créait une machine et la machine faisait ce que le créateur voulait bien qu'elle fasse. Vous comprenez que ça peut être dans n'importe quel endroit, dont la construction. On a besoin d'une rétrocaveuse, un avion, on a besoin de voler, un bâton de golf, on a besoin de jouer au golf. Le produit créé sert exactement à ce que le créateur de ce produit-là voulait. Il avait une idée précise, il créait un besoin. On n'en est pas là, et c'est exactement le problème qu'on a aujourd'hui. On a créé une machine qui, elle, ne fonctionne que d'une façon. Elle règle tous les problèmes, elle peut faire ce que le créateur veut, et même si ce n'est pas le même créateur, je vais l'appeler la guidoune, la machine en métal, on l'appelle l'ordinateur. Elle a créé un langage le plus simple possible. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une émission complète. D'où vient cette fameuse machine qui ne fonctionne qu'avec des oui et que des non? C'est le langage parfait, ce que l'humanité n'est pas prête à accepter. L'humanité ne fonctionne que d'une façon. Des oui, des non, mais à 80 %, surtout politiquement, surtout dans le phénomène de l'argent mène le monde, il y a beaucoup de peut-être. Il y a beaucoup de ouais, presque. Il y a beaucoup de ben on verra. La machine qui a été créée ne fonctionne pas comme ça et fait en sorte que tout change à une vitesse hors du commun, de plus en plus qu'on la connaît. Je vais vous le démontrer. Je vais tenter de le faire en une émission, le moins long possible. Je vais énumérer certains noms, certains créateurs, certaines personnes qui ont eu du courage, parce que ça en prend pour arriver à ses fins. Surtout qu'aujourd'hui, la fameuse machine peut servir à chacun d'eux. Ce n'est pas une liste très longue, mais vous allez comprendre que ce sont des gens connus. Elon Musk, George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, Larry Fink, Warren Buffett, Jack Ma, Mark Schneider, Christine Lagarde. Et j'aurais pu en nommer et en nommer. Disons que... Oh, Gilbert, j'ai une question pour toi. Oh! Au niveau des gens d'influence, là, oui. T'as pas nommé Dominique Anglade. Je comprends très bien la question. J'essayais de rester au niveau mondial, mais je comprends très bien. Je vais juste te faire lire son tweet parce qu'elle a la réponse à tout. Peux-tu mettre la A7.1? Alors, elle a tweeté ceci. On a une crise du logement
Oui, parce qu'il y a eu trop d'immigrants illégaux à Montréal. Et elle veut régler ça. Il y a des problèmes de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, donc elle va régler ça en ayant plus d'immigrants. Un problème d'inflation et de crise climatique. Donc, la crise climatique, qu'eux autres, ils disent, ils ont réglé ça en mettant une taxe de carbone qui crée de l'inflation. Elle veut régler les deux. Alors, comment... Toi, là, avec ton expérience, elle va faire quoi, la madame, pour régler des problèmes qui ont causé eux-mêmes le Parti libéral? Ils ont causé les problèmes d'immigration illégale, ils ont causé l'inflation, ils ont causé la pénurie de main-d'œuvre, puis la crise climatique, elle n'a jamais eu, mais eux autres, ils disent qu'il y en a une, puis ils veulent régler quelque chose qui n'existe pas. Tu ferais quoi, toi, à sa place? Ta question est pertinente parce qu'elle englobe, grosso modo, à peu près les sujets et les gens qui ont fait quelque chose. J'aimerais ça revoir. Est-ce qu'on peut remettre à l'écran le tweet qui dit « On a une crise du logement à régler, des problèmes de main-d'œuvre, l'inflation et la crise climatique que nous devons prendre au sérieux, ce que ce n'est pas tout à fait fait par le gouvernement actuellement. » OK, je comprends ta question, André. Je vais essayer de te répondre, mais encore là, disons qu'on va aller plus du phénomène de l'opinion. Ce qui est un fait, c'est que je ne comprends pas le tweet que Mme Anglade a fait. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la chef du Parti libéral du Québec qui prévoit devenir première ministre du Québec au mois d'octobre 2022, élection qu'il va avoir au Québec. Normalement, Gilbert Thibodeau ou différentes autres personnes peuvent se poser la question et un élu qui a l'ambition de devenir premier ministre est capable d'y répondre ou a au moins une solution, une opinion sur le sujet. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est facile de critiquer. Mais quand on a l'ambition et qu'on est candidat à devenir chef de l'État, normalement, en plus de poser des questions, on donne des fois quelques solutions ou des pistes de solutions. Alors, je vais juste répondre à elle sans avoir l'ambition d'être premier ministre du Québec parce que tu me poses la question puis elle est tellement évidente, André. Tu viens de toucher, là, quelque chose qui englobe en 4 points la crise du logement. Je vais y aller en ordre, là, parce que pas le tien, pas ton tweet, mais celui que tu as soulevé de Mme Anglade est tellement clair. Crise du logement, on reste au Québec, si je comprends bien. Crise du logement, Montréal, c'est la métropole. Actuellement, il y a des gens qui achètent sur papier. Je répète, sur papier. Avant même que le bâtiment soit fait, le gratte-ciel soit fait, que les condos soient bâtis. D'autres les achètent une fois que les condos sont bâtis. Et n'y habitent pas. Et ça fait des années, Mme Anglade. Le Parti libéral a énormément d'élus à Montréal. Il me semble que ce point-là, au cours des 3 ou 4 dernières années, aurait dû être soulevé, à savoir, peut-on taxer quelqu'un qui achète une propriété, un condo, une habitation dans un gratte-ciel à Montréal ou quelque part loin du centre-ville, mais toujours sur l'île de Montréal, faire en sorte de diminuer ce phénomène-là parce qu'il y a une pénurie. De plus, pour répondre à ta question correctement, André, la mairesse actuelle de Montréal aurait dû le prévoir, ainsi que les maires précédents. Tu as entièrement raison. Mais la crise du logement a été créée, je ne veux pas être bête, par une absence de concentration sur ce qui se passe. Moi, j'appelle ça de l'ignorance, carrément. C'est de ne pas vouloir le voir ou bien de ne pas réaliser qu'il va falloir à un moment donné que quelqu'un le prenne en considération. Il y a 2 choses sur ce que je viens de dire. Moi, y revenir parce que là, tu as parlé de l'inflation. C'est un autre sujet. L'inflation, ce soir, c'est incroyable. On va y toucher à ce mot-là, André, mais inflation. Y a-t-il quelqu'un qui va réaliser que l'inflation est causée en grande partie et non exclusivement par ce qu'on appelle la planche à billets? J'ai pas besoin de vous dire qu'il y a eu une pandémie. Je pense que c'est un mot qui fait partie maintenant partout. Et là, quelqu'un, quelque part, a décidé de partir la planche à billets. Et ça, quand tu pars la planche à billets, ça veut dire, vous avez tout compris, créer de l'argent qui arrive de nulle part. Et plus tu en crées, plus tu donnes un pouvoir d'achat à des gens. Ça peut être très sectoriel, ça peut être visé, ça peut être pour aider une entreprise à court terme
qui est vraiment, vraiment mal prise et que c'est un plus pour l'économie du Québec, ça peut prendre du sens. Mais quand c'est pour tout le monde, je te ferai remarquer, André, qu'au Canada, c'est un peu plus que 600 milliards de dollars qui ont été dépensés. Il y a quelqu'un quelque part qui fait de l'argent. Quand c'est tout le monde qui en reçoit, c'est la même chose au Québec, à un autre niveau, au niveau provincial, mais si Mme Anglade pose la question, je pense qu'elle aurait dû au moins ajouter, il me semble que j'en aurais moins imprimé, parce que là, trop, c'est trop. Si elle avait juste dit ça, j'aurais dit, au moins, elle est au courant et elle va peut-être arriver avec des solutions lors de la campagne électorale qui va commencer très bientôt, durant l'été, fin de l'été, parce que c'était au mois d'octobre. Puis là, j'aurais dit, elle va arriver avec des solutions. Problème de main-d'œuvre. André, le Québec, là, c'est l'endroit où on a la plus belle passoire actuellement. On est collé sur un pays tiers sûr. Et personne ne peut entrer illégalement sans se faire virer. Ici, on a un chemin connu et reconnu également, le chemin Roxham. Il laisse tellement passer de monde. Là, certains vont dire, ben non, mais ça, c'est fédéral. Oui, mais la frontière est au Québec. Le premier ministre du Québec ou la candidate à vouloir devenir premier ministre du Québec aurait dû glisser dans son intervention sur Twitter, juste dire, ça serait peut-être bien de mettre une pression énorme sur le premier ministre du Canada. Dire, là, on a un problème, là. Parce que les gens qui passent par là, et je m'en cacherai jamais, cherchent des villes où tous les services y sont. Parce qu'ils vont être bien traités. Ils sont entrés illégalement. Lâchez-moi avec le mot « irrégulier », ce que tous les partis disent aujourd'hui. Ce sont des gens illégaux. S'ils ont rentré illégalement, ils sont illégaux. Donc, ils vont profiter au maximum des services qu'ils vont avoir gratuits. C'est-à-dire, le Québec va leur donner de l'argent. Tenez-vous bien, André, on parlait de la crise de logement. Vont leur trouver un logement. Ça n'aide pas la cause non plus de la crise de logement. Je ne comprends pas non plus. Comment ça fait que Mme Anglade n'en a pas parlé? Puis là, tu me finis ça, André, avec une question que je trouve phénoménale, la crise climatique. Je peux pas croire qu'ici, on a un technicien qui est arrivé avec la question que je trouve la plus phénoménale. C'est même pas une question, c'est un commentaire écrit sur Twitter par Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, qui fait juste rire du premier ministre. Tu veux être... T'as le droit, et là, je ne veux pas dire quelque chose de pas gentil, tu as le droit de rire, tu as le droit d'avoir le sens de l'humour, tu as le droit de provoquer ton adversaire, mais arrive avec une porte de solution, arrive avec quelque chose. Mais là, de juste ajouter, ah oui, puis en plus, il y a la crise climatique. Après avoir parlé de ces 4 choses-là, la crise du logement, l'inflation, les problèmes de main-d'œuvre, puis la crise climatique, OK, il n'y a pas de solution, puis tu finis en disant, ouais, il ne fait rien. Pour en revenir à la crise climatique. Hey! Sacrifice! Y a-t-il quelqu'un qui va parler d'étalement urbain? Là, j'aime bien ça entendre parler de crise climatique. C'est vrai que ça peut toucher plusieurs sujets. On paye une taxe carbone. Tout est relié avec cette fameuse crise climatique. On peut y aller dans l'ordre? Actuellement, on est en... C'est clair. Montréal se vide. C'est une métropole en passant. Et on ne parle pas de 10 000, 3 000, 4 000. On parle de 25, 30, 35, 40 000 personnes par année quittent. C'est remplacé par quoi? Voulez-vous que je reparle de chemin Roxham? C'est ça. C'est là qui est mon problème. C'est qu'il va falloir, à un moment donné, crise climatique, s'il vous plaît, plus j'ai des gens de classe moyenne relativement aisés, je m'en allais dire, même des gens de classe moyenne un peu plus bas que la classe moyenne, quittent Montréal et s'en vont à l'extérieur. Toutes les villes, et ce n'est pas la faute des villes environnantes, ce n'est pas à cause des municipalités environnantes de Montréal. Non, eux veulent avoir des taxes, augmentation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des terres agricoles, puis on est en train de les enlever, les recadrer, puis appeler ça un endroit de développement. On a un secteur qui va se développer. On est en train de travailler... J'avais oublié de vous dire, je parle de crise climatique. Comprenez-vous que si je favorise l'étalement urbain sans m'en rendre compte,
Je suis en train de faire mal en maudit. Et ce mot-là, crise climatique, il y a quelqu'un qui va finir par comprendre. Plus tu vas étaler, plus tu vas utiliser tes terres agricoles, tes terres abondantes, celles qui peuvent nourrir. Et là, je vais juste faire comprendre, hein, parce qu'André, tu m'as parlé de Mme Anglade, j'étais obligé de parler d'elle. Elle pourrait au moins dire, virgule, à la fin de son intervention sur Twitter, virgule, et donc, dans le cas d'une crise où tout augmente et d'inflation, on pourrait augmenter l'agriculture au Québec. Là, je viens de... Et je ne me présente pas premier ministre du Québec, là. Elle, oui, aurait dû, André, elle aurait dû juste glisser, je sais pas, moi, tu sais, des pistes de solutions, sans donner à ton adversaire l'ensemble de ton programme. La campagne n'est pas commencée. Mais juste au moins. Mais là, le Twitter, André, phénoménal. Ta question est fantastique, André, mais phénoménal. Moi, je ne peux pas croire que... N'oubliez pas, là, elle se présente, là, le premier ministre. Et là, juste de dire, bien, il ne fait rien. OK? C'est malheureux. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais à plus grande. On va parler au niveau mondial. Qui dirige, qui mène, qui influence? Tiens, on va y aller avec le mot « influencer ». J'ai nommé quelques noms au début de l'émission. Et... Premier point important. Il y a des gens qui disent, là, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Plus ça va, plus ils vont tout savoir à mon sujet. Ils appellent ça l'identification numérique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont choqués, sont en maudit. Puis là, ils disent, ah, là, ils veulent tout savoir, ils vont tout savoir sur moi, là, ils vont avoir le contrôle, puis là, je ne veux pas aller à l'encontre de la pensée des gens que j'apprécie énormément qui écoutent l'émission de candidats à Lux Média et surtout que vous fassiez des dons. Et si vous voulez que l'émission soit écoutée de plus en plus, c'est bien de faire le pouce en l'air ou de vous abonner sur YouTube. Je continue. Identification numérique. Je comprends la position de tout le monde et je comprends qu'il y a peut-être exagération. On s'en va vers ça. Mais avant d'aller là, rappelez-vous d'une chose. Vous utilisez, ou la plupart, je ne veux pas parler d'exception, je parle de la masse. Nous utilisons la carte de crédit. Nous utilisons la carte de débit. On va au supermarché, on veut absolument nos points, qu'on appelle la carte fidélité. Me suivez-vous? Comprenez-vous ce que je m'en vais? C'est qu'on le fait volontairement. J'ai commencé en disant à l'émission, l'argent mène le monde. Si tu utilises ta carte de crédit, là, tu as des points, tu peux aller faire des voyages. Si tu utilises ta carte de fidélité à SAQ ou au métro, Steinberg, ça n'existe plus. La Provigo, peu importe, sacrifice. Et, ah oui, je veux mes points. Là. On y participe. Alors, c'est bien beau se choquer, c'est bien beau être en maudit, mais si vous voulez aller contre ce système-là, que voulez-vous? On vit dedans. On vit dedans et c'est le système qui s'en va vers ça. Rappelez-vous, j'ai commencé en disant, il y a une machine qui ne fait pas nécessairement ce que le créateur a voulu qu'elle fasse. C'est l'ordinateur. Il est puissant et c'est tout. Donc, payer content. Aller à la banque, retirer de l'argent, puis là, payer tout content. Comme ça, personne ne va vous suivre. Ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la solution, mais je voulais juste parler de l'identification numérique avant de commencer l'émission. Je ne sais pas s'il faut être capable de finir l'émission rapidement, et si c'est impossible, on continuera la semaine prochaine parce que c'est énorme. Moi, ce qui m'impressionne, et ça, c'est nouveau. Je dis c'est nouveau. Ça existe depuis un certain temps, mais ce n'était pas utilisé à l'extrême. Il y a un nom qui a été sorti concernant ça, c'est la consultocratie.
Et c'est à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'on est en train de déraper. Carrément déraper. Ce ne sont plus les élus qui décident. Ce ne sont plus les élus, celui ou celle où on met notre X à côté de son nom pour prendre les décisions. Qui les prend, les décisions? C'est ça, d'après moi. Et ça, j'appelle ça, moi, la consultocratie. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le tour de plusieurs compagnies qui, à travers le monde, influencent, dirigent, contrôlent, mènent. Prenez le mot que vous voulez, c'est total. C'est total. J'ai nommé quelques noms au début, et ces gens-là ont une puissance hors du commun. Plusieurs firmes existent. Ils sont des consultants. J'ai pris des notes. Ils peuvent être consultants, ils sont bons dans tout. Ils peuvent être consultants en informatique, en intelligence artificielle, vous comprenez le principe, justement en base de données pour avoir le plus d'informations. Ils sont consultants. Ils sont consultants en organisation. Ils peuvent réorganiser quelque chose qui, selon la personne qui les engage, ne fonctionne pas. Ils sont consultants. Puis ils peuvent tout arranger ça. Et ça, même au niveau de différents gouvernements, on engage ces firmes-là, puis eux autres décident que voici comment est-ce que ça peut fonctionner, voici comment ça va fonctionner. Et généralement, les gouvernements qui les payent très, très, très bien, grassement. Après certaines vérifications, je peux vous dire que ça varie. Mais il y a certaines firmes qui chargent entre 800 $ et 2000 $ de l'heure par personne. Enfin, ces firmes de consultants-là font également de la stratégie. Ça devient de plus en plus leur puissance. Ce sont des conseillers stratégiques. Exemple qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps, on appelle ça une pandémie. Alors là, on fait affaire à une firme qui, elle, va s'occuper de comment est-ce qu'on va faire l'acquisition des gants, des masques, de différents accessoires pour passer au travers de tout ça. Il y en a d'autres, leur mandat, c'est pouvez-vous vous occuper de la période de vaccinage? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde doit être vacciné? Comment est-ce qu'on va procéder? Qui va le faire? Qui peut vacciner? Qui peut pas? Quelle heure? Combien ça nous prend de doses? Combien il faut en acheter? Combien il faut en commander? Et là, les élus ne font pas ça. Engagent. Et ce sont ces firmes-là qui prennent de plus en plus de décisions. Je pourrais vous en nommer énormément. Je vais en nommer juste quelques-unes. Je pense que tout le monde les connaît. Ou peut-être pas, mais le nom va vous sonner une cloche. Boston Consulting Group. Pas besoin de vous dire que la firme est née à Boston. Bain & Company. Capgemini. Deloitte. Ernst & Young, KPMG, Accenture, ou celle que vous connaissez plus, qui a été connue et qui emmène large partout, la firme McKinsey. Ça, c'est des gens qui conseillent. Ils prennent de l'ampleur. Je peux vous dire que le chiffre McKinsey, c'est au-dessus de 10 milliards par année. Mettons qu'ils font de l'argent. Capgemini, c'est à peu près 32 milliards que ça vaut à la bourse. Bain & Company, 4 milliards. Boston Consulting, 8 milliards. Je parle pas de millions de dollars. Je parle de milliards de dollars. Et pourquoi je parle de McKinsey en dernier? McKinsey, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En France, je vais vous nommer quelques pays. Et comprenez bien que l'émission d'aujourd'hui, je me concentre plus mondialement. Je ne veux pas rester au niveau du Québec. C'est mondial parce que ce qui est en train de se passer, bien, c'est ça. Ça concerne les 194 pays. Quand je dis 194 pays, je suis jamais certain si c'est exactement ça, mais c'est à peu près 194 pays, c'est à peine. En France, ils ont dépensé, ça c'est le nouveau président qui a été réélu, M. Macron, qui a dépensé en 2021 1,5 milliard d'euros. Ouais. À engager des firmes. N'oubliez pas que c'est lui qui est élu.
avec des gens qui sont élus avec lui, avec des fonctionnaires qui sont nommés pour travailler avec les élus. Non, ça ne fait pas. On va engager une firme à l'extérieur pour nous dire quoi faire, comment le faire stratégiquement. En Allemagne, ils ont dépensé en 2021 3 milliards 500 millions de dollars. En 2021. En consultants. Des consultants. Au Canada, on n'est pas une exception. En 2021, le Canada a dépensé 3 milliards de dollars en frais de gens qui viennent nous dire quoi faire. Je vous le dis tout de suite, selon la prévision, celui-là, je le connais plus, ce pays-là, le budget prévu, c'est 6 milliards pour 2022. En gens qui vont aider, des consultants qui vont venir aider. Rappelez-vous qu'on a des élus, des gens qui sont fonctionnaires, qui ont de l'expérience, de la connaissance, qui connaissent le pays, blablabla, blablabla. Non, on va à l'extérieur. On va à l'extérieur. Le budget prévu pour le Canada, c'est 6 milliards en 2022. L'Angleterre a dépensé un peu plus que 2 milliards de dollars en 2021. Les États-Unis, McKinsey, coïncidence, ça vient des États-Unis. Les États-Unis ont dépensé un peu plus que 10 milliards de dollars en frais de consultation. McKinsey. Pourquoi? Je répète, McKinsey, c'est énorme. Ça me fait plaisir de faire quelque chose de rapide. Là, c'est né à Chicago en 1926. C'est pas nouveau. Ça existe. C'est pas nouveau. Mais disons qu'ils prennent de l'ampleur. Je me pose la question des fois, est-ce qu'on est en train de mettre au pouvoir des gens, et sans insulte aux élus actuels, est-ce qu'on a au pouvoir des gens qui n'ont aucune expérience, aucune connaissance, n'ont jamais travaillé? Quand je dis travailler, je parle de... C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des gens qui comprennent le principe de tu peux faire de l'argent, mais tu peux en perdre, tu peux engager du monde, puis ils sont pas bons, puis t'es mets dehors. Puis croyez-moi sincère, dans une entreprise, quelqu'un qui est pas bon, surtout une entreprise privée, ouf, pas long. Comment ça se fait que on est obligé d'aller chercher des gens de l'extérieur pour dire à nos élus et l'ensemble de la fonction publique quoi faire? Parce qu'ils ne sont pas capables. Moi, j'ai un problème majeur avec ça, mais on s'en va vers ça. Vraiment, on s'en va vers ça. Je répète, c'est pas nouveau. La firme McKinsey a été créée au début, avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est pas nouveau. C'est juste que là, ça prend de l'expansion et on s'en sert de plus en plus. Des fois, je me pose la question, c'est tellement gros et ils servent tellement de pays. McKinsey, on parle de plus que 80, 90, 100 pays. Ils sont installés un peu partout et conseillent énormément de pays. Des fois, je me demande s'ils font juste une photocopie, puis c'est le même rapport que l'autre pays. Là. Voici la solution qu'on a. Mais ils collectent en tabarouette, en tout cas. Je voulais juste dire, avant d'aller encore un petit peu plus loin concernant les hommes qui sont en train de contrôler la planète et la pensée unique vers laquelle on s'en va, je voulais juste donner un peu, pour terminer sur McKinsey, il y a des gens qui travaillent chez McKinsey et qui, comme par magie, sont engagés au gouvernement par la suite, ou vice-versa. Y a-t-il un lien entre les deux? En France, je voulais soulever le point, je ne me rappelle plus du nom de la sénatrice. Il y a une sénatrice en France là, qui est... je pense que c'est au mois de novembre 2021 il va y avoir une consultation, plus qu'une consultation, ça va aller en cours pour vérifier jusqu'à quel point le président français actuel en poste a utilisé McKinsey, quelles sont les raisons, même que plusieurs employés, pour ne pas dire, je ne peux pas nommer les noms, auraient travaillé bénévolement pour le président de la France pendant la campagne électorale, mais étaient payés par McKinsey. Vous comprenez? Des fois, je me pose la question, y a-t-il un lien? Est-ce que ceux qui sont riches, ou ce qu'on appelle l'élite, mais là, l'élite, là, elle est haut, là. L'élite, on parle de très, très haut. Est-ce que l'élite est en train de tout contrôler? C'est pas aujourd'hui que je vais essayer de vous dire tout. Mais peut-être la semaine prochaine.
Bon. Vous pensez que c'était gros, ça, là? Non, il y a plus gros que ça. Eux autres, ils n'ont pas de pouvoir. Pantoute, 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 pantoute. C'est une organisation créée de toutes pièces au début des années 70 par un gars, un seul gars. On peut-tu avoir sa photo? Son nom, c'est Klaus Schwab. Lui, Klaus Schwab, début des années 70, crée le Forum économique. En fait, ce n'est pas le nom, c'est plutôt le Forum européen. Ça a un autre nom dans les années 70. C'était au début des années, fin des années 80, début 90, qui change ça pour le Forum économique mondial. À lui tout seul. À lui tout seul. Je répète, bien que de plus en plus on en entend parler, ce qu'on n'entendait pas parler avant. Quelquefois, on avait des photos des beaux paysages de Davos, parce que c'est là que ça a lieu, ça a toujours eu lieu, puis j'ai l'impression que ça va toujours avoir lieu en Suisse. Et lui, il a créé le Forum économique en disant il faut que l'élite comprenne que c'est eux autres qui dirigent. Quand je dis l'élite, vous comprenez qu'il n'y a pas de politicien d'invité. Ça marche par invitation. Il n'y a pas de politicien d'invité. D'ailleurs, à un moment donné, il y a des journalistes qui sont invités pour venir faire le rapport de ce qui se passe, parce que c'est pas mauvais, je veux dire. C'est des hommes d'affaires mondiales qui se rencontrent dans une petite ville, en Suisse, et qui parlent de chacun leur business respectif, sauf que c'est l'élite. Je dis bien l'élite. Pas n'importe qui est invité. Au début, c'est à peu près 400-500 personnes qui sont invitées. Disons que ça a grossi. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 personnes avec un paquet de journalistes. Pour en revenir aux journalistes, les journalistes sont invités. Mais si jamais ce qu'ils écrivent ne fait pas l'affaire de Klaus Schwab, le journaliste n'est pas invité l'année d'après. Moi, j'appelle déjà ça un genre de contrôle. Contrôler l'information. Tout ça pour dire que je veux en parler un peu pour que vous compreniez jusqu'à quel point le FEM, le Forum économique mondial, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus et je trouvais ça intéressant. Puis ça revient pas mal à 3-4 questions. Et je vais essayer d'y répondre très rapidement parce que j'en parle du Forum. Avant ça, je veux juste que les gens comprennent. Quand je dis l'élite, je vais y aller lentement. Je vais juste nommer quelques noms de ceux qui sont sur le conseil d'administration du Forum économique mondial. Rappelez-vous qu'avant de faire ça, c'est supposé être non lucratif. Vous ferez remarquer que M. Klaus Schwab fait, je pense, c'est 1 million, je ne suis pas sûr si c'est en dollars US ou en euros par année. Je pense que leur compte de banque frise à peu près le 400-500 millions de dollars. Et mettons que mettons que ça m'étonne, mais c'est non lucratif. C'est une rencontre par année à Davos. Après ça, il y a 4-5 rencontres régionales. Eux autres, ils appellent ça régional, parce que pour eux autres, la planète, bien, c'est normal, c'est rien qu'un pays. Puis là, ils appellent ça région. On va aller dans telle région. Des petites réunions régionales, 5 à 6 par année. Mais le gros sommet, c'est à Davos. Qui est sur le conseil d'administration? Christine Lagarde. On peut-tu voir Christine Lagarde? Ça, je pense que c'est le numéro 5. Elle, c'est la présidente du Fonds monétaire international. Elle est sur le conseil, elle. Al Gore. On a-tu une photo de Al Gore? Ah, on l'a. Bien, Al Gore. Ah, ça, c'est l'ancien candidat à la présidence des États-Unis. André Hoffman. André Hoffman, lui, c'est haut placé, président du conseil, directeur général des laboratoires Roche. Mark Schneider. Lui, mettons qu'il est plus connu, hein, si vous connaissez la firme Nestlé, qui est énorme. Mark Schneider, mettons que c'est lui qui mène. Quelqu'un connaît Jack Ma. Ah, Nestlé, tiens, vous venez de le voir, là. Nestlé, ça vous donne à peu près les tentacules et elles ne sont pas toutes là.
c'est la puissance de Nestlé, de M. André Hoffman qui dirige la firme. Mais on peut voir à peu près là, sur le diagramme, c'est à peu près quoi. Et je vous le dis tout de suite, tout n'est pas là. Jack Ma. Jack Ma, lui, c'est Alibaba. C'est ça? Ah, ben tiens, il nous envoie la main. Jack Ma. Et enfin, Larry Fink, qui, lui, c'est BlackRock. On va peut-être parler de BlackRock tout à l'heure. Maintenant, je reviens au mon Forum économique mondial. J'essaie d'aller vite, mais ça va être difficile de faire l'émission. J'avais prévu peut-être 2 émissions, mais on va essayer d'aller vite. Le Forum économique mondial. Bon, il y en a qui me posaient la question, Gilbert, est-ce que c'est vrai que le Forum économique veut contrôler le monde? Ceux qui posent cette question-là se font souvent passer pour des conspirationnistes, des complotistes, des édentés, nommez-les, là, ils ont tous les titres. Eh bien, moi, je vous le dis, pour répondre à la question très précisément, est-ce que le Forum économique mondial veut contrôler le monde? Oui. Klaus Schwab s'en cache pas. Et ceux qui ont de la difficulté avec ça, qu'on les appelle les journalistes, moi, j'appelle ça, ça n'existe plus, des journalistes, là, des chroniqueurs, qui traitent tout le monde de n'importe quoi quand ça ne fait pas leur affaire. Moi, je vous le dis tout de suite, allez sur le site de Forum économique mondial. Ça fait partie des 3-4 premiers paragraphes et c'est signé Klaus Schwab. L'élite doit contrôler le monde. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par le dire correctement? La réponse est oui. Et il ne s'en cache pas. Le fondateur le dit ouvertement, clairement, et à chaque année, comme en 2002, 2021, 2020, 2021, ils ont fait ça à cause de la pandémie. C'était sur écran, ça a eu lieu. Klaus Schwab fait son discours de présentation toujours de la même façon en disant que ceux qui sont devant moi dans la salle, nous devons contrôler le monde. Alors, arrêtez la question. Oui, oui, oui. Et c'est clair, il va falloir que les journalistes, les médias qui sont subventionnés à l'extrême le disent. Ils ne s'en cachent pas. Deuxième question que je reçois, concernant toujours le Forum économique mondial, qui a été fait au début des années 70, qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que le Forum économique mondial fait la promotion du capitalisme? Ah, c'est assez clair comme question, ça? Bon. On va avoir une réponse aussi facile qu'un ordinateur. Oui ou non? Oui. Simple, simple, simple. En fait, c'est le libéralisme, dans le vrai sens du mot, capitalisme. Le Forum économique, encore une fois, le fondateur ne s'en cache pas, il le dit ouvertement et clairement. Voici pourquoi. N'oubliez pas que ça a été créé, ça. Ce n'était que des corporations. Seulement que l'élite, ce qu'on appelle des gens riches, très riches, très, 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 très riches. Il y a quelques années, ils disaient « Ah, je vaux 2-3 millions, je suis riche. » Non, je ne parle même pas de ça, là. Pas tout, là. On parle de... En bas d'1 milliard, tu n'es même pas proche, là. Il y en a du monde comme ça. Bon, eux, là, ils vont là, à Davos. Et ils ont une chose dans la vie, c'est d'échanger avec leurs partenaires ou échanger avec leurs adversaires, leurs compétiteurs, ou échanger avec des firmes avec lesquelles ils auraient des affinités pour faire certaines relations et créer peut-être des petites corporations ensemble de façon à être encore plus gros. Ce sont des gens à l'argent, au développement économique. Vous me suivez, là, j'espère que vous me suivez, je ne veux pas choquer personne. Oui, c'est le Forum économique mondial. C'est ça et c'est tout. Troisième question. Vous allez voir que je vais peut-être changer de point de vue un petit peu plus tard, mais là, on n'est pas rendu en 2022 et je ne suis pas rendu à où est-ce que je vais aller. Vous allez comprendre. Est-ce que, l'autre question que je reçois, c'est Gilbert, c'est-tu toutes des hypocrites qui se rencontrent au sommet de Davos? La réponse? Oui. Tous. Sans exception. Il n'y a pas d'exception. Ils sont là de façon à... N'oubliez pas qu'ils contrôlent l'ensemble de l'information.
Les gens qui sont là, on parle, je répète, c'est à peu près 1500 personnes. C'est dans les gens les plus riches ou les plus influents sur la planète. Et eux, quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont pour le capitalisme, oui, et là, la question qui est posée, c'est sont-ils hypocrites? Oui, parce que là, ils avaient oublié de parler de l'environnement. Et depuis quelques années, certains invités s'impliquent et investissent dans l'environnement et ont réussi à passer le message à Klaus Schwab. Ça serait bien qu'on dise que les grosses corporations comme nous autres, on est en faveur de protéger l'environnement. Moi, j'aimerais ça entendre ça. Moi, le président de Exxon, dire, j'aimerais ça que tu dises que moi, je suis membre ici et je pense à l'environnement. BP. J'aimerais ça entendre ça. C'est ça pour vous dire que, oui, ils sont hypocrites et manipulent l'information. Plusieurs personnes à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au début. N'oubliez pas que les journalistes sont invités. Si les journalistes n'écrivent pas exactement ce qui doit être écrit, ils ne sont plus invités au sommet de Davos. Et croyez-moi sincère que vous êtes bien reçus quand vous allez au sommet de Davos. C'est incroyable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça aller faire un tour. N'oubliez pas qu'ils vont tous en jet privé. Hein? Cette année, 2022, là, ça a eu lieu cette année, il n'y a pas de pandémie, elle est terminée, donc il y avait à peu près 1000... Le chiffre exact, si j'ai bien compris, c'est 1465 ou 1400... Je ne m'ostinirai pas pour 3-4 avions, là. À peu près 1500 avions privés, tous des jets privés qui sont arrivés à Davos. You! Puis ils se rencontrent pendant 5 jours. Puis ça coûte à peu près, je ne sais pas, moi, 10, 15, 20 000 là, pour être invité. Tu dois payer. Puis si tu veux faire partie de différents comités un petit peu plus spéciaux, c'est 200 000 par année que ça te coûte. J'ai étudié que c'était un organisme à but non lucratif. En tout cas. La question la dernière... Ah, avant d'arriver à la dernière, c'est vrai, j'avais oublié Siemens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Siemens vient d'être accepté en Australie. Bien, je veux dire, l'Australie a accepté. Siemens vient de pouvoir faire du développement mine de charbon en Australie. Je parle pas il y a 20 ans, là. Cette année. Mais ouais, ils sont environnementalistes. Ben oui, ben oui. Finalement, la question qui me revient tout le temps, puis là, ben, je l'ai tournée un peu, fait que ça va aller plus vite. Gilbert, est-ce que le sommet de Davos a la puissance de manipuler les foules, manipuler l'opinion? Moi, je n'ai pas dit non à bien des places, hein? Oui. Et ils le font. Et ils le disent. Encore une fois, s'il y a des journalistes, des chroniqueurs, des gens qui me disent non, parce qu'il y en a. Puis ça me fait plaisir. S'il y en a qui veulent faire des commentaires en bas de l'émission, vous pouvez le faire. Il y en a qui s'amusent à dire que non, Gilbert est d'un patate. Commencez par mettre votre nom, votre visage correctement, puis je vais être capable de répondre à vos questions. Mais oui, je répète, oui, il manipule. Il le manipule d'une façon très, très, très simple. Encore une fois, vous avez rien qu'à aller sur le site. Ils le disent clairement que c'est pour votre bien. C'est très important. Ils n'appellent pas ça de la manipulation. Ils appellent ça de l'information nécessaire de façon à ce que vous compreniez que c'est bien pour vous. C'est bien dit, hein? Plus il y a de mots d'une phrase, là, plus tu es sûr qu'ils manipulent. Plus il y a de mots. Parce que là, c'est pas dur. Ils font ça pour votre bien, pour que vous compreniez que ce qu'ils font est nécessaire de façon à améliorer votre qualité de vie. Comme j'en ai dit longtemps. OK, oui, ils manipulent les foules. Je vais y aller dans l'ordre. Peut-être qu'il n'y a qu'un exemple. Je répète, je ne voudrais pas que l'émission dure très, 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 très longtemps parce que l'émission de la semaine prochaine, je vais être très précis, puis là, on va rentrer direct sur vers quoi je veux m'en aller. Je vais vous le dire plus tard, quand on va finir celle-ci. Moi, si on me dit à moi, là, il y a trop d'automobiles, ça pollue. OK. Là, j'imagine que le prochain coup que tu vas parler, c'est ça prend du transport en commun. C'est sûr. Il y a quelque chose qui va avec ça. Là, bon,
Mais quand tu me dis, il y a trop d'automobiles, ça pollue, tu me dis deux choses, là. Et au sommet de Davos, parmi les invités, il y en a quelques-uns qui mettent de la pression et qui disent, ouais, on va faire des automobiles avec des batteries électriques. Tu viens de scraper le premier bout de la phrase, là. Il y a trop d'automobiles. il va en avoir d'autant. C'est juste que là, c'est plus du pétrole. On se comprend. À date, vous me comprenez, là. Tu as dit deux choses, OK? Bon, la première, OK? Mais sauf que là, il va y avoir autant d'auto. La deuxième, trop de pollution. Y a-tu quelqu'un qui va le dire, là, qu'il y a des matériaux rares, vous le savez où je m'en vais, là. Quand on fait des mines, quand on a besoin de certains produits rares, qui fait en sorte que j'ai besoin de 800 rétrocaveuses énormes, puis 700 gros camions pour transporter la pierre, pour aller mettre ça dans des concasseurs de façon à aller chercher mon petit matériau rare et mettre dans mes batteries. Là, je pense que le mot pollution, là, il y a trop d'auto, ça pollue. Là, je ne sais plus, là. Quel mot je prends, moi, là? Quel mot que je prends quand on me dit « Oui, on croit à ça, le changement climatique. On croit à ça. » OK. Moi, je répète, je vous le dis, là, c'est clair. Le Forum économique mondial n'est pas là pour le bienfait de l'ensemble de la société, de la planète Terre. Ils sont là de façon à qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire encore plus d'argent. Mais vous allez voir que c'est... Il y a longtemps que je fais le tour de ça. J'ai fait plusieurs émissions. Vous comprenez que je me répète peut-être parce qu'il y en a qui me suivent depuis déjà au cours des 4 dernières années. Mais il y a longtemps que je couvre le sujet et je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est tentaculaire et il y a quelque chose qui n'a pas de sens quelque part. Vous allez voir, il y a quelque chose qui ne se tient pas. Alors, je voulais juste terminer avec concernant le Forum économique mondial. Oui, effectivement, j'ai répondu à 4 questions qui me revenaient souvent et ça m'a fait plaisir. Et ceux qui sont mal à l'aise avec la réponse que j'ai donnée pour chacune de ces questions-là peuvent aller voir sur le site et ça va vous faire plaisir. J'aimerais ça voir la face de M. Klaus Schwab encore, s'il vous plaît, pour être certain que tout le monde comprenne c'est qui, c'est lui. Alors, si vous allez sur le site, vous allez voir sûrement son visage une fois de temps en temps. Je veux juste terminer avec le Forum économique. Il y a une dame qui est commissaire à la sécurité en Australie. Allez voir. Son nom, c'est Julie Inman Grant. Et qui était invitée au Forum économique mondial et elle a fait une exposé. En passant, pour ceux qui ont des doutes encore, sur le site du Forum, ils ne se gênent pas. Les entrevues, pour la plupart, pour ne pas dire pas mal toutes les entrevues, sont là, vous pouvez aller voir. Alors, Julie Inman Grant, cette année, ne s'est pas gênée pour dire que nous avons besoin d'un recalibrage des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Ça vous donne une idée, ça? Ben, c'est pas gêné, là. Puis ils ne se gênent pas pour donner leurs opinions vers quoi le monde devrait aller. Comment devrait-on les contrôler pour qu'ils soient heureux? Je ne surprends personne. Klaus Schwab a écrit le livre « Le Grand Reset ». 300 pages. C'est un plaisir à lire. C'est du bonbon. C'est pas compliqué. Vous allez être heureux, puis vous n'aurez plus à rien. Pas compliqué. Pas compliqué. Et c'est comme ça. Je voulais pas en dire plus. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je pense du Forum économique. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça. Le problème que j'ai avec le Forum économique mondial, c'est qu'avec le temps, ça a changé un peu. Et là, c'est devenu une élite extrême. Et malheureusement, Klaus Schwab, qui, je vous le dis tout de suite, n'a aucun pouvoir. Normalement, là, devrait même pas être lié de près ou de loin à n'importe quel gouvernement. Il n'est rien. Il n'est même pas élu. C'est un gars qui a du guts, puis il a dit qu'il va partir un sommet, puis je vais dire que c'est
presque philanthropique. Là, je ne sais pas quoi, mais on ne fera pas d'argent avec ça. Pas de trouble, moi, là. Ah ouais, invite-les, toute la gang de riches. De toute façon, ils s'en font des parties un petit peu tout partout sur la planète. Fait que c'est pas grave, ça en fait rien qu'un de plus. Sauf que là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Sauf que là, ça est devenu très, 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 très influent. Et de plus en plus de politiciens, ce qui ne devrait pas être là. Politiciens y vont. Ils y vont. Ils sont invités. Ils veulent être invités pour se faire voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de puissance. Dans plusieurs cas, plusieurs pays, les élus n'ont plus de puissance. Fait que pour se donner de la puissance, bien là, je suis allé au forum économique, je suis quelqu'un. C'est grave. C'est grave. Ils n'ont pas d'affaires là. C'est tout un paquet de compagnies, de personnes qui représentent des compagnies, généralement les présidents directeurs généraux, qui font du lobbying. C'était pas ça au début. Maintenant, c'est ça. Parce que là, ils disent qu'il va y avoir 3-4 bozos de différents pays qui vont venir, puis on va essayer de les rencontrer pour les influencer en fonction des lois qui vont passer. C'est grave, là. On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. C'est déjà rendu là avec la... Là, je parle d'influence, puis je vais essayer de finir là-dessus. Ou ben non, on va en faire une autre émission, parce que là... Vous pensez que je viens de parler de gros, là? Ça, c'est gros, là. C'est, hein? Le forum économique, c'est tout des pleins à l'œuf, là. Mais dans ces pleins à l'œuf, là, il y en a... Moi, j'ai toujours pensé qu'un œuf, c'était plein. Non, il y en a qui sont encore plus pleins que ça. Pas riches, là. Bien riches. Il y en a 3 qui m'impressionnent, et là, vous allez comprendre, j'espère, 3 firmes qui m'impressionnent. 3 gars... On va se concentrer sur un. Je vais toujours prendre le top. Dans ceux que je vous nomme, c'est des firmes qui, eux autres, placent de l'argent à la bourse. Placent de l'argent, achètent de l'immobilier. En fait, ce sont des firmes créées par une personne, en fait, comme à peu près toutes les grosses firmes sont créées par une personne ou 2-3 personnes qui disent, regarde, on fait ça. Mais généralement, c'est l'idée d'une personne, un cerveau qui dit, regarde, moi, c'est ça. Et il y en a 3 que je vais vous nommer, là, Capital Research Management, Vanguard et BlackRock. Eux, ce sont des firmes qui, et c'est là qu'on nous autres, on tombe important dans ça, c'est que ils placent de l'argent, et généralement, c'est votre argent. De quelle façon? Par l'entremise des fonds de pension. Je vais vous donner des exemples faciles ici au Canada. Mettons qu'on parlerait du fonds de pension des professeurs d'école de l'Ontario. Ou syndicat des policiers de Montréal. Ils ont un fonds de pension, puis ils placent leur argent. Vous me suivez? Vous prenez l'exemple que vous voulez. Là, un groupe qui a un fonds de pension ou qui veulent... Bon, ils placent à la bourse par l'entremise de leur organisme qui a des spécialistes qui connaissent le marché puis investissent. C'est presque vrai. Croyez-moi que dans le portefeuille de ces firmes-là, une bonne partie de leur argent s'en va direct sur Vanguard, Capital Research ou BlackRock. Je vais aller vite sur Vanguard parce que je veux porter beaucoup de temps sur BlackRock, plus de temps que ça. Mais Vanguard, va nous donner une idée, là, ça a été créé en 1975. C'est des fonds privés, c'est pas la bourse. Mais c'est hallucinant. Celui qui a créé ça, c'est John Bogle. Il vient de mourir. Bogle, j'espère que je ne me trompe pas. À chaque fois que je prononce son nom. Bogle. Il est mort, il vient de mourir, là, 2019. Il avait 89, mettons, à peu près. 89 ans. C'est incroyable. Son principe est incroyable. Ses investissements, c'est hallucinant. Et lui a fait son nom avec ça. Il possède plusieurs. Je dis il possède. Je vais passer plus de temps pour l'expliquer que je dis quand je dis il possède. Mais Vanguard, disons que c'est gros, bien gros, bien gros. Des chiffres là qui vont là
arrêtez de penser là, de 5 milliards, 10 milliards, puis 20 milliards, puis 50 milliards. Là. Bien que ça, c'est déjà hors du commun. Là. C'est hors du commun. Il n'y a pas 1000 personnes sur la planète qui a ça. Bon, bien, Vanguard, c'est 8300 milliards. Là, je commence à parler d'argent. Là, tu commences à influencer un peu. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. On va aller chercher celle qui, à mon avis, actuellement, sur la planète, est sinon la plus grosse. On s'entend-tu que c'est, à mon avis, la plus grosse? Elle s'appelle BlackRock. C'est là que je veux montrer la photo de mon ami, Larry Fink. C'est lui, ça. Et arrêtez de penser que ce gars-là, il n'est pas fin, il n'est pas grand, il n'est pas beau, puis il n'est pas fort. Non, 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 non. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est pas un tata. Et il a commencé il y a longtemps avec d'autres firmes, je ne ferai pas l'historique. Et lentement, lui, il avait une idée, puis a avancé son idée. Certains vont dire, pour le dénigrer tout de suite, dire « Ah, ben oui, mais il vient d'une famille riche. » Ben oui, OK. Bon, c'est pas à ça que je veux en venir, moi. Qu'il y ait déjà 3-4 millions en 1940, là, ou 50, ce qui serait déjà étonnant. C'est correct. Ou qu'il soit d'une famille de riches. OK, j'ai pas de trouble. Moi, ce que je veux en venir à dire, c'est que lui a monté un empire, tenez-vous bien, là. Y a-t-il quelqu'un qui, si je vous disais le PIB d'un pays, le produit intérieur brut, bon, bien, la France, l'Angleterre, les Royaumes-Unis, l'Allemagne. Moi, je pourrais même rajouter le Canada parce que BlackRock a encore fait de l'argent cette année. Donc, je mettrais, mettons, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, je pourrais mettre le Canada ou un autre petit pays, là. Bon, bien, BlackRock vaut plus cher que ça. Quand je dis vaut plus cher, a une valeur boursière, une valeur actuelle sur le marché de... Là, j'ai écrit le chiffre parce que je m'étais trompé. J'avais mis 10 000 milliards. Je me suis trompé. C'est 10 225 000 milliards. Là, on est plus... Là, on n'est plus... Non. Non, là, on n'est plus... Là. Si vous pensez que Bill Gates a de l'influence, vous avez raison. Bill Gates, il a de l'influence. On peut-tu voir Bill Gates? Il y en a qui ne le connaissent pas. Il a de l'influence, Bill. Ah, lui, il a de l'influence. Lui, il a une fondation. Ça s'appelle la Fondation Bill et Melinda Gates. Puis croyez-moi, je n'essaie pas d'enlever le mérite qu'il est un des 5-10 hommes les plus riches au monde. Mais je parle juste que sa fortune, c'est juste 200-300 milliards. Ce que je viens de dire, là, c'est 10 000 milliards. C'est parce que je veux être sûr, quand je vais aborder ça, vous allez comprendre. On termine l'émission là-dessus, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, Bill Gates, c'est à peu près ça, mettons 200-300 milliards. Elon Musk, ça dit-tu quelque chose? C'est l'homme le plus riche sur la planète. À ce que j'ai compris, on a-tu son visage, ceux qui ne le reconnaissent pas? Ouais, ça donne... Son visage représente à peu près son... Elon Musk, lui, il arrive du champ gauche, de nulle part. Là. Lui, là, c'est... Encore une fois, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il arrive d'une famille de riches, ou il a été chanceux, il est né à la bonne place. » Oui. Mais disons que pour se rendre à 300-400 milliards de dollars, tu as travaillé, tu as eu du courage, tu as eu une ambition. Tu as eu un rêve, tu as eu quelque chose que bien du monde n'ont pas, là, pour te rendre là. Est-ce que tu as donné des coups de coude à gauche et à droite? Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu as ci? C'est un système. Donc, tu as utilisé le système, j'en suis certain. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là. Mais encore là, je vais juste... attendez donc une minute. Warren Buffett, on a-tu sa photo? Warren Buffett, lui, je pense que... Ah oui, lui c'est un jeune. Je pense qu'il a 92 ans. Ouais, je pense qu'il a 89, 91, 92, dans ces coins-là. Lui aussi. T'sais, on a beau dire, regarde, ces gars-là,
il influence énormément, beaucoup. Je vais vous en nommer un qui est très, très, très performant. Ça va nous étonner beaucoup. J'essaie pas de dire qu'il est fin, qu'il n'est pas fin. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas celui que moi j'apprécie le plus, pour pas dire que dans le fond, il n'est pas fin pantoute. George Soros. Lui, George, lui avec, c'est un jeune. Lui, je pense qu'il a 91. Et lui, c'est hallucinant. George Soros, là, encore une fois, c'est un excellent investisseur, un brillant. On ne pourra pas enlever ça. Un brillant. Lui a réussi, je ne veux pas me tromper d'année, vous vérifierez. C'est 1991-92. Il a fait péter le système monétaire en Angleterre. À lui, tout seul. Il s'est mis à vendre, vous comprenez, ceux qui connaissent le marché boursier, là, c'est incroyable. Dans sa tête, je ne me rappelle plus du président de l'Angleterre à son époque, il avait des lunettes, un grand, des cheveux gris, blancs, en tout cas. Et là, il a dit non. Là, l'inflation est trop haute. L'argent, en Angleterre, c'est pas vrai que votre argent vaut si cher que ça. Il a fait péter le système. En achetant et en vendant, à découvert quand c'est le temps, quand c'est pas le temps. Vous me suivez? Bon. Et là, il a fait son nom. Là, il n'était pas trop riche, il valait peut-être juste quelques milliards. Et il l'a refait. La première fois, il y a quelqu'un qui lui a dit « Pourquoi tu fais sauter la Banque d'Angleterre? » Bien, il dit « Ils n'ont pas d'affaires là. » Puis dans le fond, entre parenthèses, c'est que lui, il faisait de l'argent avec ça. En vendant, en disant « Ça va baisser », il m'a racheté. Vous me suivez, là, le principe des acheteurs et des vendeurs. Tu sais, moi, regarde, je vais la faire baisser. Moi, ça ne me dérange pas de payer un petit peu. Puis quand ça va baisser, là, je vais acheter, puis ça va remonter. Vous me suivez. Bon, peu importe. Lui, il dit ça. Puis là, quelqu'un, il dit, ben oui, mais là, tu as scrappé tout le système pendant un certain nombre d'années. Sa réponse? Si c'est pas moi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre. Puis le pire, c'est qu'il avait raison. Tenez-vous bien, il a recommencé. En 1997, George Soros, je parle toujours de lui, là, il a dit non. Leur monnaie est surévaluée. Donc, là, ça marche. L'inflation est trop haute. Non. Il a fait péter à Thaïlande. Autour de la Thaïlande. Là, il se l'est fait dire. Là, il y a du monde qui ont commencé à dire « Wow, là, c'est qui t'a pris encore? » Mais oui, mais regarde, ça n'a pas de sens, là. J'ai juste rebalancé. Il faut que tu aies de l'argent à avoir ce pouvoir-là. Avoir la capacité de regarder le marché boursier, de regarder une valeur monétaire. Là, tu es au-dessus de ça, là. Là, tu regardes un pays, tu lui dis non, son économie va trop bien, ça va trop vite, l'inflation est trop vite. Non. Il faut que je leur donne une leçon. Tu t'installes puis tu fais péter leur système monétaire. Ça, je répète, c'est George Soros. Si vous voulez le vérifier, vous pouvez le vérifier. Je ne veux pas aller trop loin sur lui parce que je veux parler de BlackRock. Mais c'en est un puissant. Aujourd'hui, il n'était pas riche, il avait 2, 3, 4 milliards. Là, mais là, il doit en avoir une trentaine, une quarantaine. Et c'est ce monde-là qui crée des fondations. Je ne sais pas si aujourd'hui, on va avoir le temps de parler des fondations, mais la semaine prochaine, on va toucher à ce sujet-là pour voir c'est qui est généreux et qui l'est vraiment par l'entremise de ces fondations. Moi, je peux vous donner un indice. Je pense que, et j'en suis certain, croyez-moi sincère que c'est payant, une fondation. Là, je veux continuer. Il y en a un aussi là, qui m'impressionne en Chine. Il a disparu, on n'entend plus parler bien, Jack Ma. Jack Ma, lui, c'est Alibaba. On a-tu une photo de Jack Ma? Oui, Alibaba. Il nous envoie la main. Je l'ai-tu présenté tout à l'heure, lui? Non. Ouais. Ah, je l'avais déjà présenté. Ouais, bon. Je l'ai nommé. Ah, OK, je l'ai nommé tout à l'heure. Bon, bien, Jack Ma, lui, Alibaba, c'est à peu près... achat-vente là, sur Internet, là, tout le monde connaît le principe de ça. Sauf que c'est industriel, c'est énorme, c'est grand, c'est gros, c'est puissant, puis c'est bon. Lui, il a disparu. Je ne peux pas aller trop loin là-dessus, on en perd un peu, on l'a perdu un peu de vue. Je ne sais pas ce qui est arrivé en Chine. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais après moi, il va peut-être en revenir, peut-être pas, je ne sais pas. Et je suis prêt à vous parler de c'est quoi, en terminant. BlackRock, qui est énorme. C'est une firme, ça,
Elle a fait juste une chose. Elle fait juste une chose. Elle fait bien des choses à cette heure, mais je veux dire, principalement, ce qu'elle fait, c'est de... Tout le monde l'aime parce que... Bien, tout le monde l'aime. Payant, vous dites? Je vais aller tout de suite, là, je vais vous le dire. La compagnie, en 1994, est entrée à la bourse. BlackRock. Faites pas de crise cardiaque, là. Bouf, s'inscrivent à la bourse. Et l'action a été mise à 14 $ en 1994. Aujourd'hui, 928 $. Ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est énorme. Tout ça pour dire que lui, là, Larry Fink, tu peux même remettre son visage, là, c'est hallucinant. Lui, Larry Fink, son but, son principe, c'est de mélanger le marché. Quand je dis mélanger le marché, c'est mélanger les investisseurs. Faire en sorte que j'ai plus vraiment besoin des investisseurs autres que moi, parce que tout le monde me donne... N'oubliez pas, là, je répète, sa valeur boursière, c'est 10 000 milliards de dollars. Alors lui, son principe, c'est de dire, moi, je suis capable de faire pas mal ce que je veux. Et croyez-moi sincère, il n'est pas loin de la vérité. Et en passant, quelqu'un m'avait posé la question, puis j'ai oublié, là, j'ai dit, tiens, je vais le dire pendant que j'étais encore là. Concernant Pfizer, quelqu'un m'a dit, coudonc, Gilbert, Pfizer, qui possède Pfizer? Justement, on arrive à ça. J'ai nommé les 3 firmes. Hein? Tu sais, il y a des BlackRock, qui reçoit de l'argent de beaucoup de... d'associations ou de groupes comme le Teachers Syndicate, ici, là, pour parler encore du Canada, là, ou de différents pays. Même le fonds de pension BlackRock, je vais vous donner un indice, en France, vient de finaliser les négociations, si j'ai bien compris. Il avait déjà commencé en 2017 avec un nommé Macron. Il l'a re-rencontré en 2019, puis là, il dit, gars, les fonds de pension des employés de la France, puis de différents organismes en France, il dit, nous autres, on peut placer ça pour augmenter le capital, puis faire en sorte que vous soyez capable de payer la pension des employés du gouvernement et de différents syndicats en France. BlackRock. Mettons que ça aide. Attends, je ne veux pas aller trop vite, là. Je reviens à Pfizer. Qui possède Pfizer? J'ai parlé tout à l'heure de BlackRock, j'en parle encore. Vanguard, puis le plus petit des 3, Capital Research. À eux 3 contrôlent pas mal tout le marché. Bon, eux autres possèdent, on les appelle le Big Three. À eux autres, tout seuls, ils possèdent 21 % des actions de Pfizer. À partir de 5 % n'importe quel actionnaire influence. Il y en a 21. Incroyable. Tout ça pour vous dire que Pfizer, pas Pfizer, mais mon ami Larry Fink, lui, il a dit en France, oui, finalement, ça va passer. C'est une grande partie de l'argent des pensions des Français va aller dans la maison d'investissement BlackRock, qui, elle, va s'arranger pour faire plus d'argent pour que la pension des gens en France continue de grandir. Savez-vous pourquoi? Mettons que tu as une influence assez puissante. Larry Fink, pas fou, lui. Avant de dire ça et d'approcher Macron en 2017, en 2019, il a acheté pour 100 milliards de... Non, oui, là, riez pas, là. Tout à l'heure, je l'ai dit, là, 50 milliards, c'est pas d'argent. Lui, il a pris du screening, 100 milliards de dollars, puis il a acheté des bons de la France. Mettons que ça aide pour influencer le président de la France. Tu aides à maintenir une valeur dans tes bons du Trésor. Tu sais, un gars, une firme, BlackRock. 100 milliards, tiens, on m'a acheté des bons, on va t'aider. Ça aide pour que le président Macron dise, ouais, j'ai confiance en toi, je serai bien. C'est la puissance de la firme. Et je fais exprès, là, puis quand je dis ça, dites-vous que Vanguard et différentes autres que j'ai nommées au début, là, ont la même puissance, sauf que celle-ci est monétaire. Ça, j'ai commencé en disant que l'argent mène le monde. Et croyez-moi sincère qu'elle mène le monde. Le seul problème,
Le seul problème, c'est qu'actuellement, BlackRock, quelqu'un me dirait, Gilbert, c'est bien ça, parce que les gens vont recevoir de l'argent, les fonds de pension vont continuer de grossir, c'est bien, la population augmente dans différents pays, les fonds de pension ne diminueront pas, vont peut-être augmenter. Encore une fois, j'ai fait la même chose avec le forum de Davos. J'ai vérifié comment pense Larry Fink. Et c'est très, très, très bien écrit. Nous voulons créer un monde financier meilleur pour nos clients. Exclusivement nos clients. Quand tu peux écrire ça, là, c'est comme si tu viens de dire, tu n'es pas client avec moi, moi, je peux te faire mal. Ouais. George Soros, je vous l'ai dit il n'y a même pas 2 minutes. En 92, il a fait péter la Banque d'Angleterre. 97, celle de la Thaïlande. Et quelques autres pays, et je ne veux pas en parler aujourd'hui, ça sera peut-être à l'autre émission. C'est incroyable la puissance de certaines personnes quand ils décident de dire « Tu penses pas comme moi? Moi, t'arrangerais ça, moi. » C'est puissant de l'argent. Très, très, très puissant. J'ai commencé l'émission en disant qu'il y a une seule machine qui fait ce que tu décides qu'elle fasse. Ça s'appelle l'ordinateur. Larry Fink a créé Aladdin. Je ne le prononce pas en anglais, là, parce que vous allez rire de moi. Aladdin. Aladdin, c'est un paquet de serveurs. Un paquet d'ordinateurs collés en ligne, un après l'autre. Savez-vous ce qu'ils font entre eux autres? Ils disent oui ou non. Et c'est là que je dis que BlackRock fait mal. C'est qu'il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de si, il n'y a pas de fonction humaine, il n'y a rien. C'est qu'on prend une décision en fonction d'un paquet. Quand je dis un paquet, là, je ne dis pas 3-4 serveurs. Là. Je parle d'une... C'est pas compliqué, c'est 18 000 personnes. Il doit y en avoir du monde un peu, là, quelque part, avec des ordinateurs, plus l'ensemble des serveurs qui ne font qu'une chose. Voir ce que le marché est en train de faire. Puis là, en fonction de ce que le marché fait, Aladdin prend des décisions et fait ses investissements. C'est puissant, ça. Et c'est exactement le problème qui est en train de se passer. Moi, personnellement, la semaine prochaine, on va faire ça. J'ai terminé pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ce que je veux faire, c'est... Comment se fait-il que personne ne s'occupe de l'inflation, ce qui est en train d'arriver? Comment se fait... Tout le monde en parle. Tout le monde est choqué. Tout le monde est en maudit. Tout le monde dit c'est impossible que la Russie envahisse l'Ukraine, qui est un pays juste à côté, qui était anciennement partie intégrante de l'URSS. Comment se fait-il que juste ça fait en sorte que tout est en train de changer sur la planète Terre? Vous avez des doutes? Je ne sais pas si vous avez des doutes, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez de la misère à le comprendre. Moi aussi, j'ai eu de la misère à le comprendre. J'ai encore de la difficulté à le comprendre, mais de plus en plus, je commence à réaliser une chose. Que ce soit Larry Fink, que ce soit George Soros, que ce soit un autre que j'ai nommé tout à l'heure, puis là, j'oublie son nom, qui m'a fait tellement rire. Klaus Schwab, que ce soit... Celle-là, c'est la meilleure. Warren Buffett ou Al Gore. La seule chose qui actuellement est importante, c'est que on doit faire de l'argent. Dites-vous ça. Les gouvernements ne mènent plus. On va partir de là. Ça va commencer la semaine prochaine. Il n'y a aucun gouvernement actuellement dirigé. Je retire mes paroles. Il y a toujours des exceptions, et c'est mon opinion qui parle. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des pays qui sont exceptionnels ou qui sont différents et qui comprennent, ou qui ont un élu qui, a première chose qu'il a dans la tête, c'est d'aider sa population. Je ne veux pas parler des autres. Je parle de la masse. Je dis tout général, ce qui est en train de se passer. On ne s'en cachera pas.
Et c'est le cas de le dire, parce que là, vous allez dire, le grand Maigret, là, tu es en train d'en dire trop. Oui, c'est vrai. Mais la semaine prochaine, on va y aller avec ce que je vais terminer en disant. Oui, il y a de l'inflation. Oui, on est en train de dire à tout le monde qu'il n'y a plus rien qui fonctionne sur la planète. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Ça fait longtemps qu'on essaye de mettre dans la tête à tout le monde. Ouais, il y a une crise climatique. Rappelez-vous que dans les années 40-50, c'était la planète va venir geler bien dur. Après ça, les pluies acides. C'est pas parce que ce qui se dit aujourd'hui n'est pas vrai. C'est que moi, je dis toujours, chaque génération a l'intention de dire, faire mon empreinte, moi, dans ma vie, ce que j'ai fait. Là. Tu sais qu'ils ont du pouvoir. Et ça, c'est en train, c'est ça, c'est ce qui se passe. Et on en est à vouloir n'en faire qu'une planète. Les grands de ce monde ont une ambition aujourd'hui, c'est vous allez être heureux, puis vous n'aurez rien. Parce que la planète ne fournit pas. Fait qu'on va s'en occuper. Nous autres, on va s'en occuper, et vous allez être heureux. Et on s'en va vers ça. Le seul problème qui est en train d'arriver, c'est l'inflation, ce qui n'était pas prévu. Ce qui, pourtant, a fait en sorte que quelqu'un qui connaît l'histoire, quand tu connais pas l'histoire, tu es condamné à la répéter. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ta Christie de gang de génération de bozos, de deux de pique, de caliques, veulent rien savoir d'une opinion qui diffère de la leur. Et c'est ça qui m'allume le plus. Tant mieux l'émission finie, parce que là, je me choquerais. Puis vous le savez, je me choque jamais. Jamais. La semaine prochaine, on va toucher à ce sujet-là qu'on appelle l'inflation. Qu'on appelle d'où ce qu'elle vient, l'argent. Qu'est-ce qui l'a créé, l'argent? S'il y a de l'inflation, sacrifice, comment ça se fait que tu as imprimé, rien qu'au Canada, 600 milliards de dollars, puis tu te poses la question aujourd'hui, il y a trop d'argent en circulation. T'es-tu bozo de la naissance? Calique. La semaine prochaine, on va parler de ça. Comment ça se fait qu'il y a une inflation? Créée de toutes pièces. Créée de toutes pièces. Gang de deux typiques. Comme mes habitudes, depuis le début de l'année, je pose une question à la fin de l'émission, quand j'ai un invité. Je pose les questions à l'invité. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, alors je vais poser la question et je vais y répondre moi-même. Je suis capable de me parler tout seul. La question. Combien, au moment où je vous parle, juste avant la pandémie, vous savez que je pose les questions, c'est toujours à partir de à peu près 2020, parce qu'après ça, là, il y a quelque chose qui a été débalancé. Donc, assez récemment, combien coûte acheter une maison, une propriété, un condo? Combien coûte? Et là, vous allez me dire, ouais, bien là, ça dépend de la grandeur. C'est ça. J'ai tout préparé la question. Du mètre carré. 1 mètre carré, quand tu achètes une propriété, un condo, bon. Où est-ce que ça coûte le plus cher sur la planète? Le technicien, avais-tu essayé de répondre? Moi, je dirais Dubaï. Oh! Bon, en passant, pendant que vous y pensez, pendant que ça, je peux vous dire tout de suite qu'il va y avoir une émission qui suit la mienne, qui n'est pas sur YouTube, qui va être sur Lux Media. Je remercie tout le monde, à ceux qui font des dons. Si ça vous tente, vous faites un clic en bas ici, là, sur YouTube. Clic, comme quoi vous l'aimez, puis vous abonnez, puis vous la partagez. Ce soir, à 8 h, c'est Ken Pereira qui vient de mettre les pieds dans le studio. Le Kraken de l'information. Je ne sais pas c'est quoi l'émission à soir, Ken? Ça va être sur le virus. Le Monkeypox. Le Monkeypox, ce soir à 8 h, directement sur Lux Media. Si tu me le permets, incroyable question que tu vas poser. Pourquoi qu'on ne parle pas de l'inflation? Tu as 100% raison. 100%. Hey, hein? Oh, la semaine prochaine, on parle d'inflation. Merci ceux qui n'avaient pas compris. C'est que Ken vient de dire, Gilbert, tu as bien raison, l'inflation. Oui, bon, la semaine prochaine, on va terminer. Moi, j'appelle ça tentaculaire. Je l'ai déjà dit, j'ai commencé à lire. La semaine prochaine, on va y toucher, évidemment, là, lors de la fausse générosité, les fondations. Vous allez voir que c'est de toute beauté. Comment est-ce que ça va pas bien? Donc, je vous ai donné le temps d'y répondre. OK, on y va. Du mètre carré, dans quelle ville ça coûte le plus cher? Dubaï, Hong Kong, Tokyo. New York, Moscou, non? Ouais, peut-être.
C'est étonnant comment vous touchez des bons points. La seule chose, c'est... Vancouver. Mais soyez pas étonnés là, quand je vais répondre, parce que là, vous allez dire, hein? En Chine, on dit que c'est communiste, c'est ici, puis c'est ça. Puis il y a des villes qui se développent beaucoup, puis il y a des endroits où il y a des citoyens qui ne peuvent même pas se payer d'être proches de là, ces villes-là. Fait que peut-être que vous devriez penser à quelques villes en Chine. C'est pas Londres, non. Ah ben oui, mais faut-tu dire London? OK, Londres. Ken Pereira est en train de me répondre. Je suis désolé si vous ne l'entendez pas. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec Ken. Probablement qu'on va... C'est un invité des fois à l'émission Le Candidat. OK, la numéro 1, Hong Kong. 32 000. J'arrondis les chiffres, là. Essayez pas de me reprendre. Je vérifie toujours avec 2 sources. Fait que reprenez-moi pas avec les chiffres. 32 000 du mètre carré. Yes. T'en fais pas en bas de votre chaise. Hong Kong. Corée du Sud, Séoul. Oh. 22 000. 22 600 du pied carré. Du mètre carré. Singapour. 20 000 Beijing en Chine. Shanghai et Shenzhen. Ça, c'est tout alentour de la même place. C'est 18 000, 19 000 du mètre carré. Zurich. J'aurais pas pensé à ça. Zurich. Oh, une petite ville en Californie. Fremont. J'aurais pas pensé, ça. 17 000 du mètre carré. Londres. Londres. C'est à peu près ça aussi. 17 000. Et la 10e, je ne peux pas vous la nommer, il y en a tellement. Vous les avez presque toutes nommées. Là. Il y en a plusieurs, mais elles sont tous en bas de 15 000 le mètre. Oui, parce que c'est moins cher dans les autres que je n'ai pas nommés. Ça m'a fait plaisir. En terminant, je voulais juste dire que on est en train d'évaluer la possibilité de prendre de l'expansion, ce qui est fantastique, à Lux Média. On en parle, ça fait déjà un bout de temps. Il va y avoir une nouvelle émission, si ce n'est pas 2 nouvelles émissions, très bientôt. Et on remercie tous ceux qui participent à l'expansion, l'agrandissement de Lux Média en devenant des patrons, en devenant des gens qui font des dons. C'est vraiment apprécié. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie de la part de tous ceux qui sont ici, qui ont un grand plaisir à travailler avec et pour Lux Média. Pourquoi je dis ça? Le candidat va peut-être changer de nom, mais qui va continuer à être le mardi, et l'émission Le Candidat va devenir flottante. Le Candidat va n'être une émission que lorsque nous recevrons un invité. Et l'émission du mardi, et je vous laisse là-dessus, ceux qui ont l'intention, ceux qui veulent rire, ceux qui veulent avoir du plaisir, parce que rappelez-vous que l'émission est un petit peu humoristique quelquefois, essayez de trouver un titre. On changerait le nom, Le Candidat, et le nom de l'émission serait, je sais pas, moi, Gilbert reçoit. Non, on ne reçoit pas. Là, je serais tout seul. Gilbert parle, ou parle, vous comprenez le principe. On cherche un titre pour ça, mais l'émission de candidat va demeurer, sauf qu'elle va devenir un peu moins de façon régulière. Ça va être lorsque je reçois un candidat ou une personne élue qui va venir nous parler de politique. Vous comprenez? Parce que Lux Média prend de l'expansion et on a beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, à 8h ce soir, c'est Ken Pereira qui va jaser avec André Pitt de Monkeypox. Monkeypox, ça, c'est la nouvelle patente qu'on va essayer de vous mettre dans la tête. Puis si ça ne rentre pas, bien, ils vont vous mettre une banane dans le... Salut!